Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis d'être avec vous. Je crois que pour l'instant, nous sommes 19. On va attendre en fait quelques minutes pour que tout le monde se connecte et on démarre dans la foulée. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, enfin des problèmes avec le son pour l'instant ou si tout se passe bien. Et vous avez donc accès au chat et aux questions pour nous dire s'il y a un souci. Ça me fait penser au film L'insoutenable, l'attente du gardien de but au moment du penalty. Il y a quelque chose comme ça, effectivement. Je vais couper mon micro. Au moment où je vais un café. Alors. Nous sommes maintenant 24. Continue. On va se donner encore peut-être une minute. Pour information, donc on avait un peu plus d'une cinquantaine d'inscrits. Donc voilà, pour l'instant, on est à la moitié, ce qui est assez classique, mais on espère que les autres personnes vont nous rejoindre dans quelques instants et on va pouvoir démarrer. J'attends impatiemment 9h03. Tu vas bien ? – 9h03, donc on est parti. Bonjour à tous, je suis Rodolphe Boyer, je suis partenaire au sein de Juliet Sterwen et en charge de la communauté assurance et protection sociale. On est ravis de vous accueillir, même si c'est à distance aujourd'hui pour des raisons qu'on comprend tous, pour ce premier webinaire sur les aidants. On est ravis au moins pour deux raisons. La première, c'est que la thématique des aidants nous tient particulièrement à cœur et on était impatients d'échanger avec vous sur nos réflexions, sur notre perception du sujet. On a eu la bonne idée de placer un premier événement en mars dernier. Il y a eu une légère contrainte sanitaire qui nous a un peu empêché de maintenir un événement en présentiel. Donc, on était évidemment impatients pour trouver maintenant. Et puis, la seconde raison qui fait qu'on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir deux grands témoins avec nous, que sont Thomas Perrin, DGA du groupe Apicil, et Laurent Levasseur, président de la société Blue Linea. Donc, je leur laisserai l'occasion de se présenter dans quelques minutes avec beaucoup plus de talent que je ne pourrais le faire. Juste avant ça, je voulais vous donner quelques éléments pratiques par rapport à ce webinaire qui va nous occuper pendant une petite heure. C'est juste après, voilà, merci. Sur les micros sont coupés d'office hein, pour éviter un peu la cacophonie qui est un peu évidemment la contrainte de ces modes de distanciel. S'il y a un souci technique, n'hésitez pas, on est évidemment à votre disposition et vous pouvez cliquer sur la petite éponge pour toute question. Et puis, tout au long de cet échange, on est preneur de vos questions, de vos suggestions, de vos remarques. Et là, pareil, vous pouvez aller dans votre tableau de configuration, enfin, panneau de questions qui se trouve à droite et poser vos questions dans le chat. On collectera au fur et à mesure. Soit on interrompra les échanges pour les poser si elles sont structurantes par rapport aux réponses ou aux points apportés, soit on différera légèrement la réponse en fin de séquence. Une fois que j'ai dit ça, peut-être quelques mots sur qui nous sommes, donc qui est Juliet Sterwen. Juliet Sterwen, en quelques mots, est né en 2015 du rapprochement de Bernard Juliet, qui est un groupe spécialisé sur la partie humain
créé après la Seconde Guerre mondiale, donc, on peut dire que ça ne nous rajeunit pas, et de Sterwen, un cabinet de conseil en organisation et en management, créé il y a plus de 20 ans, et très centré sur le secteur de la banque et de l'assurance. Et on s'est rapproché sur une conviction qui était que pour nous, toute transformation ne peut pas réussir si deux éléments ne sont pas au rendez-vous de manière concomitante, la dimension business et métier et la dimension people et humaine. Et sur cette conviction-là, on a construit donc ce groupe au travers de différentes expertises. On a le sentiment, 5 ans après, que cette conviction et cette approche-là a plutôt séduit ou rencontré son public, puisqu'on est à 60% de croissance en 5 ans. On arrive aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, 65 millions d'euros, et on a la chance d'avoir au sein de environ 450 consultants répartis sur différentes communautés et différentes expertises. Et puis enfin, on pousse chez Julia Sterwen la notion de consulting for good, qui consiste à estimer que nos expertises doivent être accessibles au plus grand nombre, évidemment à nos clients, mais pas que. En fait, on est dans une logique de R&D. On essaie de partager le plus possible avec les acteurs de l'écosystème à la fois nos convictions et nos savoir-faire. L'exemple de ce webinaire sur les aidants illustre cette dimension-là, qui consiste à initier une réflexion et ensuite essayer de la partager avec le plus grand nombre. Pour terminer, on a une présence historique et forte dans le secteur de l'assurance, avec une 50aine de comptes appartenant à toutes les familles d'acteurs, que ce soit les compagnies, que ce soit les mutuelles, les GPS, les IP, les assisteurs, les courtiers. Ça nous permet aussi d'avoir une vision du marché assez complète, à la fois en termes de tendances et de problématiques. Une fois que je dis ça, et avant de passer la parole à Marion Blagnier, un mot sur l'équipe qui travaille chez JS autour de cette thématique des aidants. Donc, votre serviteur, Rodolphe Boyer, Nicolas Bossé, qui est le partenaire sur service public et qui interviendra plus sur le second webinaire autour du rôle de l'État par rapport aux aidants, Marion Blagnier, qui va s'exprimer en quelques instants, Floriane Vienne et Jérôme Daprat, qui prendra la parole également dans quelques minutes. Je vais dire passer la main à Marion pour vous raconter un peu l'histoire rapide de JS sur les aidants et pourquoi on a souhaité adresser cette thématique. Bonjour à tous, donc Marion Blagnier. Donc voilà, donc pourquoi on s'est mis à réfléchir sur les aidants? En fait, tout d'abord, comme l'a présenté Rodolphe, on a démarré au niveau de la communauté assurance, donc des experts assurance au sein de JS Sterwen. On a commencé à réfléchir sur le sujet de la dépendance et de la garantie dépendance. On a vu que c'était une garantie souvent méconnue, pas nécessairement représentative du sujet. On a donc approfondi avec nos experts en protection sociale, services publics, ressources humaines, et on a tous mis en avant que le cœur du sujet, clairement, c'était les aidants. On a aussi partagé le retour d'expérience d'une mission d'innovation qui était menée par Juliette Sterwen pour un grand groupe mutualiste qui nous a permis de nous plonger dans le quotidien des aidants et de leurs préoccupations avec une mine de verbatim extrêmement fort et poignant. Donc pour nous, c'était évident. Les aidants, c'est le cœur du sujet, le cœur des dispositifs existants et qui sont les premiers relais de toutes les problématiques. Ils ont besoin d'aide, d'accompagnement, de répit et d'écoute, pas seulement les aider. Donc on a vu, on le sait, on le partage tous, il existe de nombreuses initiatives, c'est tous nos acteurs, mais est-ce qu'elles sont toutes connues? Est-ce qu'elles sont toutes appréhendées de la même façon? Est-ce qu'elles sont toutes possiblement accessibles? Et est-ce qu'elles répondent vraiment aux besoins des aidants dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle? On l'a vu, hier a eu lieu la journée des aidants. Donc tous ces sujets ont été abordés et je crois qu'on s'y retrouve tous. La semaine passée, une grande avancée avec le congé rémunéré de 3 mois qui a vu le jour. Donc les choses avancent et le Covid, le confinement, de manière plus positive, a mis quand même en valeur, en lumière, tous ces acteurs de l'ombre, donc les aidants. Avec ce cycle de webinaires, on a voulu donner la parole à tous les acteurs avec des échanges croisés, aussi bien au niveau de la protection sociale, des acteurs du service public, des associations et des RH. Et on va commencer déjà avec notre panorama pour repositionner les chiffres importants autour des aidants et nous replacer dans notre contexte. C'est pour Jérôme maintenant.
Merci Marion. Bonjour à tous, Jérôme Dapra. En effet, pour cadrer le sujet et pour vraiment avoir une idée, on va dire, plus précise des aidants, de qui sont les aidants, qui sont les aidés, quel type d'aide apportent les aidants pour leurs aider, on a réalisé ce panorama. Donc, nous ne sommes pas à l'origine des chiffres, mais c'est un panorama qui est issu de plusieurs sources, notamment un sondage Odoxa pour Sciences Po, Le Figaro Santé. On s'est beaucoup appuyé aussi sur la Fondation April et leur baromètre des aidants qui publient depuis déjà 6 ans, dont la dernière version est sortie hier. Et enfin aussi un autre sondage d'OpinionWay pour la CARAC, argent et entraide familiale, où en sont les Français. Donc, je vous propose de faire un zoom sur 3 thématiques de ce panorama. Le premier, ça va être le portrait type des aidants. Donc, il faut savoir en France qu'un Français sur 5 est considéré comme un aidant. Donc, la proportion va avec le temps s'amplifier avec le vieillissement de la population dans les 20 prochaines années, va notamment atteindre le pic de gérontocroissance d'ici 10 ans à peu près. Donc là, on va avoir vraiment un effet exponentiel d'ici 10 ans. Ce sont majoritairement les femmes qui sont des aidants à 57%. La Fondation April, hier, nous a confirmé cette tendance. 61% des aidants sont des actifs et 53 d'entre eux sont salariés. Et enfin, 90% des aidants aident un membre de leur famille, un ou plusieurs d'ailleurs. On voit aussi que les soutiens de l'aidant, le premier interlocuteur de l'aidant, ça va être à 40% le médecin généraliste. Donc, on voit bien que sont absents également tout ce qui va à l'État, je veux dire les collectivités, les acteurs publics, puisqu'en second lieu, ça va être l'infirmière et en troisième lieu, ça va être l'aide ménagère et les services à domicile. Enfin, ce qu'on peut dire sur les aidants au travail, comme on l'a dit, 62% d'entre eux sont actifs. Il faut savoir que les aidants, la plupart du temps, n'informent pas leur employeur. C'est une situation que ne connaissent pas les employeurs à 65% d'entre eux. Et il faut, comme l'a dit Marion tout à l'heure, être aidant a de véritables impacts sur la vie professionnelle. Hier, j'étais présente aux premières assises des aidants, co-organisées par Clésia. Et ils ont vraiment axé, on va dire, les thématiques dessus parce que beaucoup ressentent de la fatigue, du stress, du manque de temps. Et il y a un absentéisme beaucoup plus important chez les aidants au travail. Et la prise de congés contraints est aussi une problématique pour les employeurs. Et on n'a pas mis ce chiffre-là dans le panorama, mais c'est un chiffre aussi assez, on va dire, poignant puisqu'il montre l'urgence du sujet. Il faut savoir qu'un aidant sur 3 meurt avant l'aider. Donc, là aussi, on voit bien, on va dire, l'urgence du sujet, à la fois en termes de santé publique, en termes on va dire, d'employabilité, et puis aussi en termes on va dire, de besoin de l'aider, pour pouvoir également aider les aidants. Donc, je vais passer maintenant la parole à Rodolphe, qui va nous présenter nos intervenants. Marion. On va donc passer maintenant à ces échanges croisés avec Thomas et Laurent. Thomas et Laurent, je vous laisse peut-être vous présenter respectivement. Thomas, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour à tous. Donc, Thomas Perrin, je suis directeur général délégué du groupe Apicil et je suis en charge du métier santé et prévoyance. Et donc, la problématique des aidants et de la dépendance est dans mon domaine d'appétence et de responsabilité. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le groupe Apicil. Voilà, groupe Apicil, pour ceux qui ne le connaissent pas. Petit groupe provincial, mais néanmoins troisième groupe de protection sociale en France, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards, pour moitié dans le métier épargne et services financiers, pour moitié dans le métier santé et prévoyance. Merci Thomas. Laurent, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Blue Linea est une entreprise qui a été créée pour prendre soin de ses proches, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, aussi bien à leur domicile qu'en établissement. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais globalement, on équipe principalement des personnes âgées de dispositifs de type bouton d'appel, détecteur de chute, bracelet pour personnes Alzheimer à leur domicile, et on va aller jusqu'à adapter le domicile de personnes en situation de fragilité, souvent plus des personnes en situation de handicap qu'âgées. La perte d'autonomie n'est pas seulement liée
à l'âge, il peut aussi y avoir des accidents de la vie. Et puis, on assiste des soignants en mettant en place à peu près les mêmes solutions, mais dans des établissements, des EHPAD, des résidences-services, des colocations entre seniors, où on va pouvoir accompagner les équipes. La spécificité de notre offre, c'est qu'au-delà d'avoir un bouquet technologique, nous avons créé une plateforme H24 avec ce qu'on appelle de l'intelligence humaine, ça existe aussi, où nous avons des opérateurs qui suivent jour et nuit des personnes à distance et qui, dans à peu près 60% des cas, vont revenir vers les aidants, vers les voisins, vers la famille proche pour répondre à une anxiété, à un problème plus ou moins grave avant d'avoir recours aux pompiers, par exemple. Ok, merci beaucoup, Laurent. Peut-être justement pour commencer cet échange, est-ce que dans les chiffres que vient de présenter Jérôme-Line, il y en a un, voire un autre en fait, qui vous interpelle ou sur lequel vous voulez réagir par rapport à votre approche de cette thématique aidant? Thomas, pour commencer. Ouais, je veux bien. Moi, ce qui m'interpelle, et je dirais, c'est le chiffre par lequel le groupe Apicil a commencé à travailler sur cette question des aidants il y a une dizaine d'années. C'est le nombre de personnes aidantes qui sont actives. Hein, donc, c'est 5-6 millions de personnes aujourd'hui en France. En fait, nous, on a investigué cette question des aidants il y a plusieurs années, presque 10 ans maintenant, quand on a vu de plus en plus d'employeurs que l'on protégeait en prévoyance, de dire qu'il y avait cette question avec pas forcément la question de l'absentéisme, mais plutôt la question du présentéisme. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui, tout en restant au travail, ont quand même la tête et l'esprit occupés à aider ou à se préoccuper des sujets, et avec un stress quasi permanent. C'est un sujet qui était assez peu dévoilé. On voit encore qu'il y a encore 60% des gens qui ne déclarent pas à leur employeur qu'ils sont aidants. Maintenant, les gens connaissent cette notion, mais il y a 10 ans, c'était une notion qui était peu connue. Et donc, le chiffre, il est quand même massif. Et donc, quand on comptabilise les impacts économiques et du temps consacré par les aidants à aider et du temps perdu par les travailleurs aidants auprès de leur employeur, on a des impacts qui sont massifs. Donc, c'est ça, nous, la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur cette problématique des aidants, avant même d'ailleurs de penser à la problématique de la dépendance. Maintenant, on parle davantage d'autonomie, je pense que Laurent t'en parlera. On est plutôt rentré, nous, par le champ des aidants et du travail que par les champs de la dépendance et du très grand âge. D'accord, ok, merci Thomas. Laurent, pareil, est-ce qu'il y a un chiffre, un élément sur ces sujets-là sur lequel vous voulez réagir? Il y a un chiffre qui n'a pas toujours été pris en compte, qui est le taux de comorbidité, où l'épuisement des aidants, l'isolement des aidants va à court terme nous laisser constater que l'aidant va finir par partir avant. Alors vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans le parcours de la personne âgée, c'est compliqué, hein, mais globalement, quand on peut démarrer, quand on part sur le démarrage de la vie en retraite, nous, on accompagne de plus en plus de gens au moment de l'entrée en retraite pour les aider à rester forts, pour les aider à prendre conscience que si au moment où ils commencent à avoir un sentiment de liberté ou de pouvoir d'achat est peut-être même très bon, pour une grande partie de la population, malheureusement pas pour la totalité, on est d'accord, c'est là où souvent on est témoin des premiers prémices de perte d'autonomie de ses propres parents. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une prise de conscience des aidants sur le fait de rester fort, de se préserver, parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans cette nouvelle mission qu'ils découvriront au fur et à mesure, parce que nul n'a été programmé pour prendre soin de ses parents, c'est plutôt l'inverse. Et de ce fait, il faut qu'ils se préservent avant tout, surtout pour pouvoir les accompagner le plus longtemps possible. Les aidants qui ont un taux de comorbidité constaté sont surtout les conjoints. Vous savez, nous avons tous peur d'avoir Alzheimer. Concrètement, c'est surtout pour le conjoint que ça va être difficile, pour celui qui va rester, pour la famille, celui qui va avoir la perception des situations, celui qui va se sentir oublié, celui-ci va prendre ça avec une violence forte. Et il ne faut pas oublier que ce conjoint est souvent aussi une personne âgée. Très bien, parfait. Merci à vous deux pour cette réaction un peu à chaud sur ces chiffres. Pour commencer, Thomas, une question.
on a le sentiment, mais n'hésite pas à me contredire, que depuis 10 ans, voire un peu plus, en fait, l'assurance se cherche un peu sur cette thématique, à la fois de la perte d'autonomie et d'accompagnement des aidants, à la fois en termes de services, de produits et d'approche thématique. Comment toi, tu analyses cette difficulté ou un peu ces errements Alors, au sein du groupe Apicil, on a une conviction assez marquée, c'est que l'approche assurantielle ne marche pas ou ne peut pas marcher seule. Acheter une assurance, c'est quand même acheter quelque chose qu'on ne veut pas consommer. Personne n'a envie d'être malade, même si on sait qu'on sera tous malades. Personne n'a envie d'avoir un accident de voiture. Personne n'a envie de voir sa maison emportée par une rivière en furie. Et personne n'a envie de se voir projeter, de se projeter comme une personne dépendante, voire grabataire, voire un légume pour prendre les vrais mots. Et donc le comportement d'achat et la motivation d'achat sont quand même extrêmement difficiles à trouver par tout un chacun. Et en plus, c'est des achats, quand on en a conscience, qui sont faits pour dans 5, 10, 15, 20, voire 30 ans, avec donc un horizon très long terme, alors même qu'on est dans les comportements de consommation qui sont de plus en plus court-termistes et des contraintes financières, notamment le panier disponible ou le budget disponible pour les besoins d'assurance, est quand même de plus en plus réduit dans chacun des ménages. Donc il y a une triple contrainte de projection, de durée et de financement, ce qui fait que un grand nombre d'expériences ont été faites sur les assurances dépendance, sous toute forme de service, et il y a eu, à part dans des cas collectifs, et ça c'est un sujet dont il faudra qu'on reparle, il n'y a quand même pas eu des succès foudroyants depuis 10, 20, 30 ans, alors que bon nombre d'acteurs, quelle que soit leur famille, ont tenté les choses. On voit d'ailleurs sur le fameux 5e risque de la sécurité sociale, enfin, entre guillemets, un projet de loi qui instaure un risque, mais pour autant, il n'y a pas de financement non plus. Donc, la question du financement est vraiment critique, d'autant plus que la problématique gonfle. On a vu les chiffres tout à l'heure, et donc, quand on met les millions de Français aidants, et qu'à chaque fois, ou les millions de personnes aidées, et qu'à chaque fois, on met des multiples de plusieurs milliers d'euros par mois, on arrive sur des besoins de financement à couvrir qui sont incommensurables, et qui, je pense, sont extrêmement compliqués à assurer, qui en plus, en tant qu'assureur, pose des questions de très long terme de solvabilité à un moment où la baisse des taux vient aussi un peu contrecarrer ces sujets-là. Donc, je pense que l'approche assurantielle, en dehors d'un cadre collectif, alors soit celui de la solidarité nationale, soit à travers ce qu'on voit commence à poindre parfois dans certains accords de branche ou discussions qu'on a, nous, avec des paritaires de branche ou à travers des grandes entreprises, il y a quand même des limites assez fortes, avec en plus un produit qui est très compliqué à vendre. Et donc un devoir de conseil, entre guillemets, ou un accompagnement qui est extrêmement compliqué et donc qui engendre aussi une complexité de vente. C'est pour ça que l'approche assurantielle, à notre sens, ne peut suffire. Il y a quand même un élément qu'il faut pointer, c'est la partie épargne. Donc, il y a eu un certain nombre de produits de dépendance qui ont été faits sur des produits soit en dépendance pure, soit des produits mixtes épargne-dépendance. Nous, on le voit à travers nos réseaux patrimoniaux, donc plutôt sur des populations qui ont de l'argent, que l'approche de l'épargne est une solution de financement à moyen terme, 10-15 ans, qui est mobilisable, mais qui n'est pas mobilisable que pour ce besoin de couvrir le risque de la dépendance ou le risque de l'aidant, que ce soit le financement de l'aidant qui ne peut plus travailler, que ce soit le financement d'un établissement en plus des aides publiques qui existent, que ce soit le rééquipement du domicile ou n'importe quel autre type de dispositif nécessaire. Donc, par contre, l'épargne a l'avantage de ne pas être fléchée si jamais, par exemple, quelqu'un meurt avant ou si jamais quelqu'un, par bonheur, n'est jamais dépendant, on n'a pas besoin de mobiliser l'argent, d'immobiliser l'argent pour cela. C'est pour ça que nous, ça fait plusieurs années qu'on a très largement investi le sujet des services. On en reparlera plus tard. Mais on pense qu'il y a des services très tôt qui sont nécessaires, des services pour l'aidant, des services pour la personne aidée, et puis à travers les services de maintien à domicile, des services tels que ceux que l'on proposait avec Blulinea, des services de découverte de parcours et surtout d'accompagnement des personnes, parce que c'est un parcours du combattant d'être aidant. Il y a un maquis de dispositifs d'aide, d'associations, d'assurance et je ne sais quoi qui proposent des choses. Mais quand on est confronté au sujet, c'est vraiment c'est kafkaïen.
Si on fait aidant sur Internet, j'ai pas refait ce matin, mais on arrive sur des champs qui sont extrêmement hétérogènes. Donc, il y a aussi une question très importante sur l'accompagnement, l'écoute et l'aide, l'aiguillage des personnes, que ce soit les aidés ou les aidants. Donc, pour répondre simplement, la solution pure assurantielle, nous, on y croit assez peu, à la fois pour des besoins de la société, pour les besoins des personnes aidant aidées, et en plus, pour, si on prend le côté assureur, une équation économique qui est extrêmement complexe et qui mobilise des fonds propres et de la solvabilité à moyen long terme sans avoir une assurance de faire vraiment mouche en termes de satisfaction client. Ouais, je comprends. Ok, c'est clair. Laurent, du coup, par rapport, pour rebondir sur le propos de Thomas, en fait, on comprend bien que la réponse assurantielle seule ou actuarielle seule, en fait, n'est sans doute pas suffisante. Et on l'a démontré depuis quelques années. Du coup, on a une approche plutôt servicielle que Blue Linear représente assez bien, finalement. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, justement, sur cette montée en puissance du serviciel versus l'assurantiel, même si les deux peuvent être complémentaires? Alors, c'est le moment où je vais vous proposer de regarder de quoi on parle. Pour une entreprise comme Blue Linear, nos équipes aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle et ce que vous appelez dans votre vocabulaire le serviciel, avec bien évidemment, je bois les paroles de Thomas, et c'est peut-être là aussi où il y a une rupture à faire. Un assureur a des actuaires, et j'ai découvert ce métier il y a peu, enfin il y a quelques années. C'est pas mon environnement du quotidien. Et bien évidemment, un actuaire est là pour calculer des facteurs de risque pour la mise en place de polices d'assurance. J'emploie des termes peut-être qui ne sont pas au bon endroit, mais des termes qui sont les vôtres, souvent dans ce secteur. Concrètement, dans cette approche autour des aidants, dans cette approche servicielle, et c'est pour ça que je bois les paroles de Thomas, on ne peut pas être dans, il faut changer de logiciel. On ne peut pas être dans la mise en place d'un contrat où on va calculer, d'éviter que ce contrat donne naissance à la mise en place d'un service. C'est pas possible, c'est tout l'inverse. Et c'est là où il faut travailler un autre modèle économique, c'est là où il faut repenser le logiciel pour bâtir des offres totalement différentes. Et pourtant, je suis convaincu que vous êtes parmi, dans le monde de l'assurance, les mieux placés. Les mieux placés pour détecter les signaux faibles, les mieux placés pour identifier les situations. Tout à l'heure, vous voyez, moi je suis avec les grands seniors, donc je vous parle du taux de comorbidité, et Thomas qui est plus au contact des entreprises et des assurés actifs s'intéresse lui à tout le second, on va dire, aux problématiques qui peuvent apparaître pour les gens qui vont entamer 2 journées chaque jour, à savoir une journée en tant que salarié, une journée en tant qu'aidant, et on sait tous quelles peuvent être les problématiques, non pas d'absentéisme, mais par exemple de présentéisme et de taux d'occupation. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous, si vous acceptez, je vais vous faire un petit tour de justement cet univers dans lequel nos équipes travaillent. Et juste 2 chiffres. Aujourd'hui, nous accompagnons près de 30 000 personnes, 30 000 familles à domicile, H24, à distance bien sûr. Et nous avons équipé plus de 1000 établissements. Alors, je vais retourner mon portable. Vous avez droit à une visite en live de nos bureaux. Concrètement, sachez que nous avons dans nos bureaux, c'est un peu construit comme une maison. Comme vous pouvez le constater, il y a une cuisine. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, il y a un petit déj qui a été préparé, mais ce n'est pas pour notre webinaire, je suis désolé. Alors, on travaille un peu comme dans une maison. Bonjour Margot. Tout le monde se connaît. Et concrètement, nous avons pour objectif, donc là je passe dans la partie plateforme, donc vous ne le voyez pas, mais je viens d'utiliser un peu de gel hydroalcoolique et je reste à bonne distance parce que j'ai oublié mon masque. Nous avons du virucide en permanence. Là, vous avez la plateforme qui vous permet de voir comment nous prenons soin concrètement de personnes H24. Là, vous avez concrètement les appels qui arrivent en live, ces appels qui peuvent être traités au fur et à mesure. Je vais vous
montrer par exemple un indicateur. Ici, voilà, je pense que vous voyez, la journée commence chez nous à 0 heure. Les différents opérateurs qui ont pris ces courbes qui sont intéressantes, c'est, vous voyez, à 2 heures du matin, a priori, il y a eu un rush, vu qu'on voit qu'on a eu besoin de fonctionner. Et comme tous les matins, entre 7 heures et 9 heures, vous avez un rush dès lors que les personnes passent de vertical à horizontal ou d'horizontal à vertical. Ils peuvent louper leur lit ou glisser sur le tapis. Voilà. Globalement, ce sont générateurs de chute, générateurs d'action. Concrètement, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est des personnes aujourd'hui qui répondent, fonctionnent concrètement avec les abonnés. On va avoir un appel en direct. Assistance Brunière, Madame Fayard. On va laisser les personnes avancer. Ici, on est plutôt sur la prise en main des appels pour ces aidants. Et puis ensuite, on a une équipe qui va plutôt travailler sur la mise en place et la gestion avec les familles de stratégies concrètes. Vous avez cette équipe qui est en partie en télétravail, vu qu'elle n'officie que de 8 h à 22 h. Et puis des équipes R&D qui, elles, travaillent à la mise en place des dispositifs. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'était la vie en live avec 3 chiffres. Le premier chiffre, dans 60% des cas, on rompt l'isolement des personnes âgées. Elles nous appellent parce qu'elles ne se sentent pas bien, parce qu'il y a longtemps qu'elles n'ont pas eu le monde au téléphone, et souvent en nous expliquant qu'elles ont appuyé par erreur sur le bouton, c'est surtout que ça leur permet d'entendre une voix. Deuxièmement, 30%. 30% des appels, ce sont des appels avec les familles qui nous demandent des conseils sur comment se comporter avec leurs parents Alzheimer, comment se comporter avec leur maman parkinsonienne. Elles ont besoin de conseils. Et 10%, c'est 10% des appels qui sont liés à de l'urgence, des chutes, des urgences cliniques et des fonctionnements. Juste pour conclure, vous voyez, nous, on travaille de plus en plus avec la mise en place où on essaye de personnifier nos clients, personnifier les personnes dont on prend soin. Donc les personnes qu'on suit, généralement, quand elles sont assez âgées, elles s'appellent Jeanne, elles veulent rester maîtres de leur quotidien le plus longtemps possible et elles ont autour de 84 ans d'âge moyen, ce sont 3/4 des femmes. Quand nous équipons des messieurs, généralement, ils sont moins âgés, mais ils ont un début d'handicap, la vision, l'audition, une perte d'autonomie. Et puis, la personne avec qui on travaille le plus, la voici, cette aidante en question. Elle s'appelle Corinne, elle est la fille ou la belle-fille de Jeanne et Jean-Claude, et elle a entre 50 et 60 ans. Elle est donc une senior, mais une senior à son job, et elle doit à la fois gérer son quotidien, elle n'a pas le temps, et il faut qu'elle trouve des gens, des services de confiance le plus vite possible. Et ça, concrètement, c'est un sujet, et 2 acteurs dont on n'a pas encore parlé, qui sont Serge et Céline, que vous voyez ici. Serge et Céline. Serge, c'est le voisin sympa qu'on peut appeler à tout moment, qui lui est actif et qui veille sur ses proches aussi, et il considère de plus en plus que ses voisins, sa voisine est à aider. Et puis l'aidant professionnel, une Céline qui a entre 30 et 50 ans, qui est auxiliaire de vie, pas nécessairement infirmière, et qui va être au quotidien au contact de ces personnes plusieurs heures par jour et qui a envie de les aider. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop soporifique, mais j'avais envie de montrer chez nous comment on bâtit et on introduit en fin de compte ces notions. Et je peux vous assurer, si le leitmotiv de Blue Linea, c'est prendre soin de vos proches, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, ou qu'ils soient tout simplement en établissement à leur domicile, c'est pour vous montrer à quel point il s'agit là pour nous d'un quotidien H24, 7/7. On est sur ces sujets. Et l'aidant, c'est la clé. C'est celui qui va quelque part avoir besoin d'être accompagné, et on parle souvent de rompre l'isolement des personnes âgées, c'est une chose, mais rompre l'isolement des aidants, c'est primordial. Et vous pouvez, dans le secteur assurantiel, j'imagine, être beaucoup plus proche
de cette catégorie de personnes qui a entre 50 et 60 ans, qui a besoin d'aide et qui ne doit surtout pas rester isolé. Parce qu'on parle souvent de l'isolement des grands-parents, mais eux, ces personnes-là, sont clés. Si jamais elles venaient à ne pas être accompagnées suffisamment, je peux vous assurer que d'un point de vue familial ou d'un point de vue économique, et bien évidemment, le sujet sera compliqué. Je vais me mettre dans la cabine. Merci Laurent pour cette visite en live et notamment pour ces personnages que je trouve extrêmement intéressants, qui illustrent bien en fait d'abord qui sont vos clients et vos interlocuteurs et au final aussi qui pourrait être dans ces populations et aider différemment, comme le veut Thomas par rapport à l'approche assurantielle. Thomas, selon toi, qu'est-ce qui du coup peut… tout à l'heure tu évoquais cette approche croisée qui te paraît essentielle et indispensable. Comment ça peut se traduire concrètement en fait d'avoir quelle forme ça peut prendre en fait pour une entreprise pour un groupe comme Apicil en fait cette approche sur les temps et la dépendance. J'ai pas bien entendu la fin de ta question. L'approche entre l'approche pour un groupe comme Apicil en fait de ces sujets-là. Quelle forme ça peut prendre en fait. Comment vous prenez le sujet et alors je l'ai compris avec cette double logique assurantielle servicielle, mais en gros comment ça se traduit dans votre business et dans votre projet? Alors, la réponse est multiple. Je vais commencer par l'assurantiel et je vais faire un long passage par le serviciel et je reviendrai à l'assurantiel pour finir. Sur l'assurantiel, comme je disais, nous, on croit assez peu aux produits autonomie ou dépendance pure, en dehors de quelques cas collectifs, mais c'est très rare. C'est quand même pas massif en termes de produits et de business plan. On travaille sur des approches de produits d'épargne et la démarche d'accompagnement et de devoir de conseil autour de l'épargne là-dessus. Et puis après, on a un certain nombre d'autres sujets qui sont beaucoup plus dans du serviciel. On a été, il y a quelques années déjà, un précurseur dans l'établissement d'aide financière, donc notamment à travers les financements d'action sociale. Vous savez que pour les groupes de protection sociale, que ça soit côté Agirc Arrco, mais aussi dans le monde de l'assurance de personnes, l'action sociale et le mécénat social, c'est quelque chose d'important. C'est quasiment 1% de notre chiffre d'affaires, qui est dévolu à ça. Donc, on a mis en place des aides financières qui sont réservées aux assurés, parce qu'il faut être ressortissant, assuré, adhérent, bénéficiaire, on appelle ça comme on veut, des institutions assurance de personnes pour en bénéficier, mais en cas avec des grilles qui sont établies en fonction de situation, on donne des aides financières à des personnes qui sont aidantes. On a mis en place un certain nombre de choses en termes de services, soit des services payants, notamment les services que peut proposer Blue Linea. On est par ailleurs actionnaire, donc ça nous permet aussi de bien comprendre le fonctionnement général. Et puis aussi des services gratuits, assez peu inclus dans l'assistance, mais plutôt dissociés de l'assistance. Ça, c'était un choix un peu tactique, mais bon, peu importe. Des services d'écoute, d'accompagnement, d'orientation. Et on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et donc, à travers la plateforme de l'action sociale, puis on a une propre plateforme qui prend des appels au niveau de l'action sociale, qui peut justement aider, orienter nos ressortissants auprès des différentes aides, des aides que l'on propose ou des aides qui existent par ailleurs. Ça peut être de l'aide au financement, de l'équipement du domicile. Enfin, il y a vraiment un maquis d'aide extrêmement important. Et puis, on travaille aussi de manière un peu pilote sur la métropole de Lyon. Le groupe Apicil a son siège social basé à Lyon. Et on a fait un partenariat assez intéressant basé sur un financement tripartite entre l'Agence régionale de santé, la métropole et le groupe Apicil, en gros un tiers, d'un dispositif qui s'appelle Métropole aidante. Donc, Métropole aidante, c'est un lieu unique, à la fois physique, téléphonique et sur Internet, pour orienter tous les aidants sur tous les dispositifs, associations, aides, entreprises, services qui existent au sein de la métropole. Donc, en gros, je suis aidant, en fonction de quelques personnalités, un peu comme Laurent vient de le montrer, voilà quel type de cas auxquels je suis confronté et ce qui est proche de chez moi. Parce que quand on est aidant, la problématique, c'est de trouver des choses qui sont proches de chez soi.
la couverture du territoire est importante. Donc là, c'est quelque chose qu'on a fédéré avec un partenariat public-privé, entre guillemets, pour justement parler de ça. Et la métropole aidante, y compris un lieu physique avec une boutique, entre guillemets, de services gratuites pour tout un chacun résident dans la métropole pour aller trouver le bon chemin et pour l'aider aussi à trouver les interlocuteurs. Ça peut être aussi de l'écoute psychologique parfois ou juste de l'assistance sociale pour faire face à la situation auquel il est confronté. Et puis, il y a un autre sujet, on en parlera peut-être des congés tout à l'heure ou des aides, mais on fait nous aussi de la prise en charge de congés d'aidants dans nos contrats de prévoyance. Je reviens un petit peu à l'assurantiel, mais là, c'est de manière ponctuelle. Et puis, la question du répit. On a beaucoup parlé de l'aidant. Le répit, c'est quoi? C'est permettre à l'aidant de souffler. Donc, c'est donner du répit à l'aidant, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un aide son aidé à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que tout à l'heure, Laurent insistait sur les facteurs de comorbidité. Je crois que le chiffre que vous avez donné, c'est un tiers des aidants meurent avant les aidés. Et donc, c'est indispensable pour les aidants de trouver des moments où ils peuvent prendre des respirations et lâcher un petit peu la pression, que ce soit un jour, 2 jours, une petite semaine ou autre. Donc, on est cofinanceur d'une maison, la première maison du répit en France, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps par la ministre Cluzel et puis la femme du président de la République, qui est dans la métropole de Lyon. C'est vraiment une maison, entre guillemets, médicalisée où des personnes qui sont relativement malades, voire même assez significativement malades, peuvent venir être installées un week-end, une semaine, quelques semaines, avec ou sans leur famille, souvent avec, dans une espèce, c'est pas une maison médicalisée au sens, c'est plutôt une résidence de vie où on a essayé de cacher au maximum les dispositifs médicaux, avec là aussi des espaces de vie partagés et communs pour vivre avec les enfants et être un peu l'impression d'être, je dirais, au vert et non pas dans un dispositif médicalisé. Donc, la maison du répit, on a inauguré la première, et puis il y en a d'autres qui existent en France. Et ça, c'est un dispositif qui est très intéressant. Les pouvoirs publics ont la volonté d'étendre ce type de dispositif. Et nous, d'ailleurs, dans nos contrats santé, je reviens à l'assurantiel encore une fois, dans nos contrats, dans nos dernières gammes santé, on prend en charge des remboursements des séjours en maison de répit. C'est de manière extra contractuelle, mais extra, hors nomenclature de la sécurité sociale. Mais ça, c'est pris en charge par nos contrats santé. Donc, on revient aussi au sujet de l'assurantiel. Il nous semble que l'hybridation entre les deux types de dispositifs est importante. On croit peu aux produits d'assurance purs sur ces sujets-là. On croit beaucoup à tout un bouquet de services, des services qui peuvent être payants, des services qui peuvent être, entre guillemets, offerts, et puis les services sur lesquels on peut faire du cofinancement, soit à travers des aides financées par l'action sociale, soit à travers des prises en charge partielles d'autres contrats, mais pas des contrats qui sont dédiés. Ça nous semble, nous, assez fondamental dans l'approche pour tenter de couvrir l'ensemble de la palette des besoins. Encore une fois, la palette des besoins, elle est très large et elle est extrêmement variante en fonction des aidants et des aidés, en fonction des pathologies des aidés, en fonction des personnes âgées. Laurent en a beaucoup parlé des personnes âgées, mais nous, à travers une mutuelle qui est spécialisée sur les personnes en situation de handicap, on a aussi des grosses problématiques d'aidants autour d'un conjoint ou d'un enfant qui est en situation de handicap lourde, avec notamment des personnes handicapées lourdes qui ont tendance à être de plus en plus vieilles, contrairement à il y a 10, 20, 30 ans où on ne vieillissait pas malheureusement quand on était lourdement handicapé. Donc la palette est extrêmement large et extrêmement variante et donc il faut essayer de s'adapter nos dispositifs en permanence et avec une question d'accompagnement aussi des personnes et de communication qui est extrêmement importante. Communication auprès des assurés eux-mêmes et puis aussi communication auprès des employeurs. Je reviens sur le côté collectif pour qu'ils osent lever le sujet. Encore une fois, les aidants n'osent pas parler à leur employeur du sujet, mais parfois, c'est les employeurs qui n'osent pas ou qui ne savent pas comment aborder la situation de leurs employés. Donc ça, on fait aussi des dispositifs d'accompagnement des entreprises pour leur donner quasiment des kits de communication et de diffusion de c'est quoi être aidant, qu'est-ce que vous pouvez faire, parlez-en avant de vous mettre en situation de risque professionnel et en situation de fragilisation du modèle économique de l'entreprise ou de l'association, peu importe l'employeur. Donc, vraiment, la communication est extrêmement importante et c'est pour ça que nous, ça fait 10 ans
je dirais que c'est quasiment un credo que l'on porte urbi et orbi. Ok, très bien, c'est clair. Merci Thomas. Je crois qu'on a eu une question, enfin on a eu plusieurs questions, notamment une à laquelle Laurent, tu les vois passer. En fait, Florian, peut-être tu veux peut-être lire la question qui était posée? Alors, les signaux faibles et points de rencontre avec l'assurance utile. Ah oui, pardon, excusez-moi Florian, allez-y. Non, pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, au contraire. Non, Florian va faire beaucoup mieux que ça. Non, allez-y Laurent, allez-y. Très bien. En fait, effectivement, on a plutôt un partage de constats. Bonjour à toutes et tous, déjà, excusez-moi. On a déjà un partage de constats, en fait, sur les services d'assurance qui sont cloisonnés et du coup, qui manquent peut-être d'accompagnement dans ce que vivent les aidants au quotidien. Notamment, on a l'exemple de l'aide à domicile classique après un retour d'hospitalisation où finalement le couple aidant-aidé manque d'écoute après ce retour à domicile. Voilà, donc c'est vraiment pointer du doigt les services d'assurance plutôt cloisonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Laurent, voilà, vous disiez que vous étiez en phase avec ça. Alors, je vais répondre par un premier chiffre, je suis désolé, mais 297 km. 297 km, c'est la distance qui sépare des parents et des grands-parents en France. C'est l'INSEE qui le dit. Et quand on a ce chiffre en tête, eh bien, on comprend bien la difficulté de ce couple aidant-aidé. Alors, pour certains d'entre vous, vos parents sont peut-être juste en face, de l'autre côté du trottoir, dans la même rue que vous. Et puis pour d'autres, ils sont peut-être à 600 km, donc la moyenne se forme. Concrètement, ces 297 km, c'est bien tout ce qui est présent. Tout à l'heure, Thomas faisait référence au fait que Apicil, le groupe Apicil, est actionnaire de Blue Linéa et il l'est depuis le tout début quasiment. Ils nous ont accompagnés, nous ont aidés dans notre développement parce qu'il a fallu financer cette croissance. Même si Blue Linéa est coté en bourse, c'est une petite valeur, il a fallu quand même être accompagné. Et nous avons bénéficié de cet accompagnement par un institutionnel, c'est comme ça qu'on appelle les groupes de protection sociale aussi. Et pour nous, ça a été primordial parce que ça nous a permis de nous concentrer sur notre développement. Eh bien, Blue Linéa, vous voyez, à son tour, est devenu actionnaire d'une petite entreprise qui s'appelle les Autonomy Planners. Les Autonomy Planners, c'est quoi? C'est concrètement réussir à pouvoir accompagner au domicile de la personne qui doit être aidée, d'être présent et d'assurer le relais avec les enfants, les frères et sœurs, qui vont pouvoir ainsi avoir quelqu'un qui va être tout près du couple ou de la personne âgée à aider, et ainsi d'être un support, un accompagnement, un coordinateur, un regard, avec de l'empathie, avec aussi la capacité de pouvoir avoir une conversation avec les personnes aidées qu'elles n'auraient jamais avec leurs propres enfants, et à l'inverse, un recul et un accompagnement pour les enfants qui ne savent plus comment faire. Pourquoi on a osé investir dans cette petite entreprise, les Autonomy Planners? Tout simplement parce que quand je vous ai montré notre plateforme, je vous ai montré ce qu'on faisait à distance, j'ai coupé le son au moment où il y avait le nom d'une personne parce qu'il s'agit là d'intimité. Concrètement, on s'est vite rendu compte qu'à un moment, il fallait aussi assurer une présence physique. Alors, quand vous regardez cette chaîne, le groupe Apicil, Blue Linéa, les Autonomy Planners, on voit cet effet d'entonnoir et on voit cette approche qui peut être mise en place et avec une approche servicielle. C'est ce qui a fait que moi j'ai apprécié la rencontre avec Thomas et ses équipes parce que tout de suite on a été dans un mode serviciel. Quel service on peut rendre? Et ça c'était du coup compatible. Et qu'est-ce que ça donne quelques années plus tard? Je vous ai pas montré, on peut retourner dans l'autre partie des bureaux, mais sur un mur, il y a une quinzaine de logos de structures pour qui nous fonctionnons en marque blanche. La Mutualité Française, MBTP, une mutuelle qui s'appelle MBA, différentes mutuelles, différentes structures de service à la personne, la Croix-Rouge, et nous prenons des appels à leur nom de personnes âgées qui bénéficient de notre service en marque blanche ou au nom de Blue Linéa.
Et concrètement, la moitié des personnes que nous accompagnons aujourd'hui, un peu plus de 15 000 personnes, cette moitié représente un peu plus de 15 000 personnes, 15 000 familles, eh bien, nous ont rencontrés par l'intermédiaire de structures, d'institutionnels, de groupes de protection sociale, de mutuelles, et bénéficient de nos services. Donc, ça vous donne une idée. Et vous voyez, durant cette période quand même toute particulière, durant le confinement, à la sortie du confinement, j'ai eu pour la première fois un contact avec un courtier français qui s'intéresse à savoir comment mobiliser désormais ses équipes dans une approche plus servicielle pour pouvoir retrouver alors ou un relais de croissance ou pérenniser son activité. Mais ce courtier est pas l'un des plus petits. Mais globalement, c'est la première fois qu'on se retrouve avec des contacts de courtiers. Et dans votre environnement, ça vous donne une idée de concrètement du taux de perception de ce type de nouvelles offres. Et ça dit sûrement une chose, c'est plus vous êtes au contact de vos clients, plus vous êtes au contact de vos bénéficiaires, tant plus vous êtes au contact des personnes protégées, pour reprendre un terme qu'emploie souvent Thomas, des personnes protégées, eh bien, plus vous vous rendez compte des problématiques du quotidien. Et souvent, d'ailleurs, il suffit juste de regarder ce qui se passe au sein de nos familles même, et on se rend compte de ce qui peut nous être utile ou pas. Réponse très courte, hein, Thomas peut en témoigner. Juste pour compléter, Florian, sur la question, on parlait la personne qui pose la question parlait de services cloisonnés. En fait, on a, nous, un truc tout bête, hein, quand on a des assurés en santé, vous savez qu'il faut faire des prises en charge hospitalières. Donc, vous êtes obligé de dire à votre assureur, je vais être à l'hôpital de tel jour à tel jour pour telle pathologie et dans tel établissement, est-ce que vous pouvez faire la prise en charge pour favoriser le tiers payant avec l'hôpital. Nous, en fonction des pathologies, des durées d'hospitalisation et quand on a les informations, on pousse ce type de communication et de service à l'avance. Donc, quand on a les infos, alors quand on n'a pas les infos, on ne les a pas. Et ça marche beaucoup mieux de le faire en amont que de le faire ex post une fois qu'on a fait les remboursements, parce qu'on n'a pas toujours en plus la granularité suffisante en termes de pathologie, parce qu'il y a un certain nombre d'hospitalisations où ce type de service n'a aucun intérêt. Donc, ça ne sert à rien d'en parler auprès de nos bénéficiaires. Donc, on arrive à décloisonner des choses. Il faut juste essayer de se repositionner dans le parcours de vie de l'hospitalisé, de l'aidant, de l'aider quand il est notre assuré par ailleurs, pour voir à quel moment il faut pousser ce type de service. Ok, très bien, c'est clair. Merci à vous deux. Petite question, est-ce que la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, et en particulier le confinement qu'on a connu, a été, selon vous, un accélérateur, quel impact ça peut avoir sur justement la vision des aidants ou sur le rôle de l'aidant? Est-ce que déjà, on peut déjà mesurer des choses ou identifier des impacts sur les gens en perte d'autonomie et sur les aidants par rapport à ce confinement et cet éloignement forcé? Par exemple, chez vous, Laurent, il y a eu un impact confinement fort sur votre activité? Alors, dès les premiers jours du confinement, nous avons constaté une augmentation des souscriptions pour pouvoir équiper du service Help, c'est-à-dire un bouton d'appel ou un détecteur de chute, ou aussi le fait de connecter des personnes âgées à notre plateforme. Alors, on a pu mettre ça en place car nous avons, depuis 2 ans, travaillé sur une digitalisation complète du parcours de souscription, à la fois sur le site internet de Blue Linea, mais aussi sur les sites internet de nos partenaires. Par exemple, si aujourd'hui vous allez dans l'espace particulier du groupe Apicil, vous allez tomber sur le parcours de souscription de nos offres et vous allez pouvoir souscrire à l'offre. Si c'est avant 17 h, vos grands-parents seront équipés de nos solutions dès le lendemain, avant 13 h, dans la France entière. Toute cette digitalisation, toute cette chaîne logistique, nous l'avions programmée depuis 2 ans, et fort heureusement, parce que pour d'autres acteurs qui peuvent être par exemple de la téléassistance, qui n'avaient pas enclenché ce genre de transformation digitale, et pourtant c'est une réalité pour la quasi-totalité d'entre eux, eh bien ça a été plutôt morte pleine, car ils n'avaient pas la capacité d'aller au domicile des personnes âgées, ne serait-ce que pour faire signer un contrat en papier. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc concrètement, on a pu constater ça. Et au moment où je vous parle, on est passé devant un bureau avec pas mal de feuilles. On est en train de finaliser. Nous avons terminé hier un sondage sur plus de 1000 personnes âgées en France, personnes âgées de plus de 70 ans, qu'on catégorise chez nous entre jeunes seniors, seniors et grands seniors, 70-80, 80-90 et 90 et plus. Et on a voulu avoir
leur avis sur comment ils ont vécu le confinement et aussi comment ils ont comment ils vivent la recrudescence de l'arrivée du Covid depuis le mois de septembre, ou comment ils réagissent aux mesures qui ont été indiquées, comme la fermeture des restaurants, ou est-ce qu'ils seraient prêts à accepter un reconfinement des plus de 70 ans, ce genre de pratique. Donc concrètement, pour répondre à votre question un peu plus justement que tout à l'heure, le sujet est loin d'être anodin. Le confinement a révélé une chose, c'est la fragilité des familles à pouvoir accompagner leurs aînés en parallèle de leur vie. Tout à l'heure, je parlais de présentéisme. Combien aujourd'hui sont empêtrés entre deux journées en une, à savoir ma vie au sein d'une entreprise, mes propres performances, et puis de l'autre côté, l'accompagnement que je dois faire quasiment non-stop de mes propres parents quand j'ai entre 50 et 60 ans. C'est une réalité qu'il faut prendre avec empathie. J'apprécie quand j'entends Thomas, et pas simplement parce qu'il est parmi mes actionnaires, mais quand je l'entends dire qu'il est attentif à pouvoir identifier au plus vite qui sont ces aidants professionnels, c'est-à-dire ces aidants qui ont encore une vie professionnelle et qui doivent faire partie d'une catégorie de personnes non pas stigmatisées, mais qui doivent juste oser le dire pour que tout soit adapté, à savoir qu'on puisse les accompagner un peu mieux et qu'on puisse comprendre pourquoi à certains moments, non pas le niveau de performance, parce qu'en plus, ces gens mettent un point d'honneur à souvent être toujours au rendez-vous des enjeux professionnels. Donc concrètement, il faut juste les aider, parce que sinon, il y a un moment où l'élastique finit par lâcher et c'est un gâchis autant familial que pour l'entreprise. Voilà. Très bien, merci Laurent. Thomas, de ton côté, dans tes équipes, tu as eu aussi des remontées pendant le confinement ou post-confinement de la part de tes assurés qui voulaient savoir si Capicip vous l'a proposé, soit pour si eux-mêmes étant en perte d'autonomie ou si par rapport à leurs proches, ils aident, il y avait des solutions. Il y a eu plus de demandes dans ce sens-là? Alors, on a eu une plus forte proportion des appels que nous recevions qui étaient sur ce type de sujet. Par contre, on a eu beaucoup moins d'appels en masse globale. Donc, quand même, notamment au début du confinement, hein, mais je pense que quasiment tout le monde a vu ça. Tout le monde s'est recentré sur lui-même et a d'abord cherché les solutions dans son plus proche cercle. Et l'assureur ne fait pas forcément partie du plus proche cercle de chacun. Et progressivement, quand les appels sont un peu tendanciellement revenus sur fin avril, début mai, on va dire, là, on s'est aperçu qu'il y avait un peu plus ce type de sujet, mais qui était assez marginal de manière générale précédemment. Ils sont un peu plus forts en proportion. Mais bon, on n'a pas fait de sondage aussi complet que Laurent. Il parlait de la distance. Nous, on a eu des collaborateurs qu'on a dû équiper en télétravail parce qu'ils étaient en télétravail sur le lieu chez leurs parents à 297 km. En l'occurrence, c'était un peu plus. Donc, on s'est aperçu qu'on a eu aussi à gérer cette problématique en tant qu'employeur. Et on a des gens dont on a découvert tout d'un coup qu'ils étaient aidants, mais qu'ils étaient partis aider leurs parents. Et on était bien content aussi d'avoir tout digitalisé pour faire du télétravail de manière très distancielle, y compris sans équipement de l'employeur. C'est un autre sujet. On a vu plusieurs des cas comme ça. Quand même. Très bien. Okay, c'est pas qu'aux autres, hein. C'est comme toujours. Floriane, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais moi une question en fait. Oui, on a une dernière question. Il nous reste 1 minute. Alors, une des problématiques des aidants et aidés est que l'EHPAD en France est vu comme un mouroir. Quel est pour vous le bon équilibre entre la période à domicile et en établissement spécialisé? Et quels sont les modèles des pays proches? En 1 minute, c'est ambitieux. Oui, c'est. Tu veux commencer à répondre? Très vite. Ouais, Laurent. Vas-y, ouais, très vite. En ayant un pied à domicile et un pied en établissement, on a très vite compris qu'il était temps de créer l'EHPAD à domicile, un EHPAD hors les murs, c'est clair. Et juste en ce moment, voilà va être ma réponse. Je suis en train de lancer une étude avec l'aide de mes actionnaires, mais pas seulement, avec l'école hôtelière de Lausanne. J'entraîne un groupe d'étudiants pour qu'ils puissent faire un comparatif de prise en charge des personnes âgées sur 6 pays en Europe plus la Chine. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peut-être tout un pan
de l'hôtellerie mondiale qui va devoir se repenser, parce qu'on voit bien quel va être l'impact sur les déplacements professionnels et sur toute une série de déplacements en dehors d'un continent. Le groupe Accor a annoncé qu'une partie de ces hôtels allait devenir des espaces de travail individualisés, peut-être. Certains hôtels vont devenir des résidences services seniors, soyons fous. Donc, c'est l'approche. Donc, globalement, demain, il y a plusieurs types d'approches qui doivent être faites. C'est l'accueil de familles pour des personnes âgées isolées, c'est la colocation entre seniors, c'est la résidence service, c'est le fait de bénéficier d'accompagnement. Globalement, nous, on pense qu'une personne âgée peut gagner entre 4 et 5 ans avant de devoir passer par la case EHPAD, qui est souvent une case ultime. Très bien. Thomas, il te reste 3 secondes, Thomas, ouais. Je suis désolé. Pas mieux l'équilibre, c'est le plus longtemps possible au domicile. Et avec un sujet, c'est ce que tu viens de dire sur l'école hôtelière de Lausanne m'y fait penser, c'est le sujet de la nutrition. Le sujet de la nutrition était un sujet clé. Et nous, on finance avec une autre école, c'est l'Institut Paul Bocuse, je suis désolé, on est à Lyon, avec qui on est partenaire. On finance des travaux sur nutrition et cancer, nutrition et chimiothérapie, etc. Parce que la question de la nutrition et comment on mange avec les modifications du goût liées aux pathologies sont extrêmement importantes. Donc, on fait aussi des petits guides très pratico-pratiques pour des assurés qu'on diffuse sur comment il faut manger tout en restant très tard. Mais voilà, c'est un autre débat. Mais donc, la réponse, c'est au domicile le plus longtemps possible, parce que de toute façon, sinon, tout le monde en EHPAD, c'est une bulle, c'est une incapacité complète de financement de l'ensemble des équipements qui seraient nécessaires en France. Je ne sais plus combien il faudra de milliers d'EHPAD en plus tous les mois, mais c'est colossal. Très bien. Écoutez, on arrive effectivement à la fin de ce premier webinaire. On a encore plein de questions, mais on aura d'autres occasions d'en reparler. Encore merci Thomas et Laurent pour votre contribution et vos témoignages précieux lors de cette première séquence. Pour faire juste la transition par rapport au suivant, donc comme on vous le disait, on aura d'autres thématiques, d'autres temps d'échange à la fois sur plus une approche sociétale ou en tout cas étatique par rapport à cette question des aidants. Et puis, une autre thématique qu'on a commencé à adresser avec vous, mais pour laquelle on ira encore plus loin, sur l'approche RH, notamment sur le fait que les aidants se déclarent rarement comme aidants au sein de leur entreprise, que les entreprises ne savent pas forcément en fait, quoi faire de cette information quand elles l'ont. Et puis, les contraintes aussi qui sont inhérentes à cette fonction. Hier, je découvrais le mot de baluchonnage, en fait, c'est un mot québécois pour montrer, en fait, c'est une pratique en fait, pour soulager les aidants. Et sur laquelle en France, on est un peu en blocage à cause notamment du code du travail qui ne permet pas d'avoir des salariés en 24/24. Mais ce sera un des points qu'on évoquera dans un webinaire suivant sur les liens avec les ressources humaines et ce que peuvent faire les RH sur ce sujet-là. Encore merci à tous et en particulier à Thomas et Laurent et à l'équipe. Et j'espère à très bientôt pour de nouveaux échanges. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos collègues. Parfait. Également, merci Thomas. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée.